Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur les emballages proposée par l'Alliance CARA, l'Alliance de 4 Carnot, ICEL, MICA, Ingénierie Athlon et Mines, mobilisés au service de la filière mode et luxe pour générer, stimuler l'innovation au sein des entreprises de cette filière, les accompagner sur leurs défis scientifiques, techniques et industriels. Et vous retrouverez en détail toutes nos actions sur le site cara-innov.com. Alors pour en revenir à notre conférence aujourd'hui, dans le domaine du luxe, si ces emballages se distinguaient par la démesure, désormais à l'heure de l'urgence écologique, l'emballage sobre devient un incontournable. Entre nouveaux usages, nouvelles normes et innovations technologiques, le packaging, l'emballage du futur, se réinvente. Et aujourd'hui, on vous propose 2 interventions pour aborder ce sujet. Donc, je vais laisser la parole très rapidement. Enfin, les 2 interventions, c'est la mise en forme des emballages en aluminium recyclé. Et la deuxième intervention, ça sera sur la fin de vie des emballages plastiques, leur réemploi, leur recyclabilité et leurs propriétés compostables. Donc, nos premiers intervenants sont Charbel Moussa, qui est chercheur au Centre de mise en forme des matériaux de mine Paris PSL, une composante de l'Institut Carnot Mines. Et il a accompagné Patrice Aubert, responsable innovation développement produit chez Tourner, une entreprise experte de l'emballage technique pour tous les secteurs, y compris le luxe, avec comme gamme la plus utilisée, celle de l'emballage aluminium. Je vous laisse la parole, messieurs. Je m'appelle donc Patrice Aubert, je suis en charge de la partie innovation et développement produit donc chez Tourner, et ça depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Alors, l'emballage en aluminium chez Tourner, déjà comme on peut le voir là, c'est vieux, ça date de plus de 100 ans. Est-ce qu'il y a un petit laser là? On ne voit pas, donc on voit sur votre gauche des emballages qui sont des années 1900. Et on voit sur votre droite un emballage tout récent, qui est le dernier emballage qu'on a sorti l'année dernière et qui va répondre aux enjeux des emballages d'aujourd'hui et de demain. Ah, on m'entend pas bien, c'est ça? D'accord. Alors, déjà, une question aussi, c'est qu'est-ce qu'on met dans des emballages aluminium? Alors, on ne va pas y mettre de l'eau, on va y mettre les matières les plus dangereuses, les plus sensibles et les plus chères. Et ça va être des matières liquides, ça peut être des matières semi-visqueuses ou ça peut être aussi des solides. Et tous ces emballages sont homologués matières dangereuses, transport matières dangereuses, c'est-à-dire par terrestre, par maritime ou par avion. On va pouvoir mettre l'ensemble de ces matières dangereuses, chères ou sensibles dans ces emballages-là. Ah. Voilà. Donc en chiffres, rapidement, donc c'est une entreprise qui a 190 ans. La surface de fabrication, on est autour de 120 000 m², donc des sites qui sont en France, donc 2 sites en France, un sur Grasse, donc la capitale de la parfumerie, et un autre site sur Châlons. On a en gros 5 000 tonnes de matières transformées par an. On couvre 71% de notre chiffre d'affaires à l'export. Ça veut dire qu'on a cette chance de fabriquer en France nos emballages et de livrer dans le monde entier. Ensuite, donc, 2 sites 2 filiales de distribution, donc au Vietnam et aux États-Unis. Et on est à peu près 300 salariés, alternants compris, et on a à peu près 2000 clients actifs et 50 millions d'emballages par an. La croissance, pour nous, elle est continue. On est sur une croissance lente et rentable. Comme vous pouvez le voir, la Covid, on l'a plutôt bien passé. Et aujourd'hui, en 2022, on est sur un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. 5 secteurs. Alors ça, c'est aussi quand même quelque chose qui est important. C'est-à-dire que même si on est sur Grasse et qu'au départ, on est forcément tourné vers la parfumerie et la partie arômes et cosmétiques, n'empêche qu'avec le temps, on a diversifié notre mise à disposition de cet emballage aluminium pour les secteurs de la santé aussi bien humaine que animale, avec les vétos, mais également la chimie fine, le food, et on a sur les 2% un peu d'auto, un peu d'aéro, mais les plus gros secteurs restent à 34% la parfumerie et la partie santé qui vient derrière. Implantation mondiale, comme je vous l'ai dit, Vietnam, États-Unis
et sites de prod en France. Et on a un réseau de distribution qui est forcément international, avec plus de 30 agents et de distributeurs dans le monde. Donc ça, c'est pour la présentation de l'entreprise. Maintenant, pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi on est là avec le CEMEF et avec les mines de Paris? Tout simplement parce que l'entreprise a très vite compris qu'il y avait un enjeu. Il y a même 10 ans, déjà en 2013, on avait compris cet enjeu sur l'impact sur les gaz à effet de serre de l'aluminium de première fusion. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, l'aluminium, on part de la bauxite 4 tonnes pour faire 2 tonnes d'alumine et 1 tonne d'aluminium. Et ça se fait où? Ça se fait dans l'hémisphère sud. Et après, on ramène tout ça en Europe. Et à la fin, on a notre aluminium qui va nous permettre de faire notre emballage. Donc, je vous laisse juste imaginer l'impact sur les gaz à effet de serre de ce genre de scénario. Donc, c'est ce qui est résumé ici. Donc, ça, c'est la première grosse contrainte. Et quand on a fait notre bilan carbone, alors nous ne sommes pas plus de 500, nous sommes moins de 300, mais on a fait notre bilan carbone. Et tout simplement, on se rend compte que pour l'entreprise qui consomme 33 000 tonnes d'équivalent CO2 à l'année, l'aluminium a, que par l'aluminium, 18 000 tonnes, ça concerne que l'aluminium. Donc notre objectif, c'est de passer d'un aluminium de première fusion à un aluminium recyclé. Le deuxième problématique, c'est nos procédés. Parce que pour pouvoir faire ces emballages-là, on torture tellement l'aluminium que quand il est de première fusion et pur, ça se passe super bien. Et ça, c'est depuis, on va dire, plus de 100 ans que ça se passe super bien. Mais lorsqu'on commence à mettre du PCR, eh ben, ça se passe mal. Vous voyez un peu la photo ici. Voilà, ça, c'est notre 1050. Ça se passe super bien. On fait nos emballages, on est super content. Mais dès qu'on commence à mettre la même chose en PCR, on a juste ça. Donc là, tout de suite, on voit qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, il y a la directive emballage. 94, alors ça, il faut être dans la partie emballage. Certains ici qui sont peut-être dans l'emballage doivent connaître, avec la réglementation PPWR, qui est une réglementation qui est portée par la Commission européenne. Et là, clairement, c'est résumé dans ce graphe qui est là. 2030, 100% des packaging doivent être recyclés. Et il y aura un grade qui sera fait, A, B, C, D, E, F. Vous savez, c'est comme pour une maison, avec l'impact de votre maison sur les perfos, ben là, ça va être un peu la même chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore clairement défini, mais... Ah, c'est moi qui fais ça, peut-être. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Revenons en arrière. Hop. Ah, on a un petit bug sur la... Merci. Voilà, on revient là, merci. Et donc, on voit sur les grades... Si tu peux revenir en arrière. On voit sur les grades ici que c'est en fonction du pourcentage de recyclé et on va être soumis à cette réglementation et donc il faut s'y préparer. Pour finir, voilà, merci. Merci Charvel. Donc là, on a eu un projet et une coopération avec le CEMEF et avec les mines pour simplement répondre à cette question. Quelle est la meilleure, autrement, la meilleure maîtrise de la matière première utilisée dans les emballages au vu d'assurer une bonne reproductibilité, recyclabilité et réutilisation? On a créé des fiches d'intention sur la matière première et qu'est-ce qu'une bonne matière et comment intégrer le PCR chez nous. Donc là, on parle bien de sciences des matériaux, mais on parle aussi de l'impact de cette matière sur nos procédés qui sont complexes et qui permettent de faire toute notre gamme d'aluminium. Et pour cela, on a fait une équipe R&D et donc il y a une moitié de l'équipe qui est une équipe industrielle dont je suis le responsable et une équipe purement scientifique qui est portée par Charbel Moussa et qui fait partie du CEMEF et donc des mines de Paris. Juste pour finir quand même, avant de passer la parole à Charbel. Donc aujourd'hui, vraiment pour que vous compreniez, notre emballage aujourd'hui c'est celui-là. Donc il y a une partie aluminium, une partie plastique. Bon là, le recyclage, c'est quand même compliqué parce qu'on ne sait pas enlever le plastique de l'alu. L'emballage de demain, alors là, c'est un scoop. Hein. Vous le gardez pour vous. Donc là, on a... Alors déjà, ce n'est pas le même design. On voit qu'ici, c'est que ça fait un peu quand même mécanique. Voilà, c'est plutôt mécanique. Moi, je trouve que celui-là est quand même plus beau. Voilà, il ressemble à un biberon. Par contre, ce qui est bien, c'est ça. On n'a plus qu'une bague en plastique. Et la bague en plastique, regardez. Hop, je la déclipse, j'ai de l'alu d'un côté et du plastique de l'autre. Et donc ça, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, aussi bien nous que tous les industriels. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci Patrice pour la présentation. Donc, moi, je vais continuer un peu sur la partie scientifique. Avant, je me présente, je m'appelle Moussa, je suis enseignant-chercheur et mes thématiques de recherche se portent plutôt sur la métallurgie physique. Donc moi, j'analyse les évolutions de microstructures pendant les opérations de mise en forme. D'accord ? Et comment optimiser les opérations de mise en forme pour un meilleur contrôle et une optimisation des microstructures et donc des propriétés. Donc, on a l'habitude de travailler beaucoup avec les industriels, et notamment ce qu'on essaye de faire dans notre démarche, c'est qu'on essaye de reproduire les conditions industrielles dans un environnement contrôlé, avec des mesures, avec des moyens instrumentés, et d'analyser le comportement, que ce soit microstructural ou bien thermomécanique, et de mettre des modèles là-dessus, de prédire et voire d'optimiser les procédés. Tout ça, c'est très bien, mais ça se fait jusqu'à maintenant dans un contexte où les procédés sont à peu près optimisés en industrie. Pourquoi ? Parce que, comme l'a présenté Patrice, et Patrice, il est très modeste, mais en fait, ce qu'il y a derrière un emballage comme ça, qui paraît simple, il y a des opérations qui sont extrêmement techniques, extrêmement complexes. Et ça s'est développé en plusieurs dizaines d'années par du pur empirisme, c'est-à-dire par essayer dans tous les sens pour arriver à un procédé qui est le fruit d'un certain savoir-faire du terrain optimisé. Ça s'est fait comme ça, sauf qu'aujourd'hui, les choses changent un peu. Aujourd'hui, on a besoin d'intégrer de la matière recyclée, ce qui veut dire, il y a un contrôle qui est beaucoup moindre sur la qualité de la matière première, donc ça, c'est un premier défi. Et deux, ce qui a été fait sur les 50, 60, 100 ans passés, aujourd'hui, ils doivent le faire à hauteur de 2028 et de 2030. Donc la démarche, elle doit changer complètement. L'empirisme habituel qui caractérise généralement l'industrie de mise en forme ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, on est obligé d'aller vers la compréhension physique des mécanismes pour pouvoir identifier des leviers qui permettent de modifier les choses à droite à gauche. Donc je vais vous présenter un peu notre démarche ici et puis profiter de temps en temps à faire une parenthèse. Donc ici, ce que je vous présente, c'est typiquement les différentes étapes de ce procédé ou d'un procédé d'une pièce similaire. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va faire, d'abord, on va caractériser la matière initiale. On va la caractériser d'un point de vue mécanique, on va la caractériser d'un point de vue microstructural aux différentes échelles. À l'échelle du polycristal, donc on est plutôt micrométrique. À l'échelle des particules, on peut descendre au nanométrique. On va quantifier tout ça et on va caractériser cette matière-là à différentes étapes du procédé et voir un peu comment évolue cette microstructure et nous, comment on peut la contrôler. Et typiquement ici, ce que je vous présente ici, donc sans trop rentrer dans le détail, mais intuitivement, d'un point de vue industriel, on a tendance à penser que plus on déforme la matière, moins elle est capable de faire de la déformation plastique. C'est les réflexes classiques de la plasticité. Sauf qu'ici, on voit à travers cette analyse qu'on va activer un mécanisme qui est thermiquement activé généralement, que le procédé il a lieu à. Et ce mécanisme-là qu'on appelle recristallisation, lui, il permet de redonner de la ductilité à la matière. Ce qui voudrait dire, et ça c'est complètement contre-intuitif, que la première matière, elle est donc celle qui a subi la première étape de déformation, elle est beaucoup moins ductile, donc apte à être déformée, que la deuxième et la troisième. Et ça, c'est très intéressant pour Tourner parce que ça donne des leviers. Eux qui pensaient que leur matière, à cette première étape, était encore très bien et ce qui vient après va rendre la matière moins formable, en fait, c'est plutôt l'opposé. Donc, maintenant, si on souhaite intégrer le recyclé, donc qui dit recyclé dit un contrôle beaucoup moindre sur la chimie. Donc, la matière classique, ce que vous voyez ici, en fait, les deux premières lignes, la matière classique qui est utilisée chez Tourner aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la série 1050 dans les alliages d'aluminium, c'est-à-dire on est à un niveau de pureté de 99,5% d'aluminium. La matière PCR, donc PCR pour Post-Consumer Recycling, donc c'est la matière qui est recyclée, on est à un niveau de pureté de 97,5%. D'accord ? Dans le monde des alliages métalliques, c'est énorme, c'est beaucoup. Et ça se traduit par quoi ? Donc ça, c'est la matière classique. Globalement, c'est une phase avec quelques dispersoïdes. On est de l'ordre de 1%, un peu moins, un peu plus, qui font des tailles qui est généralement inférieure à 5 microns. La matière recyclée, on passe là à une matière qui est beaucoup moins pure. On a des précipités qui sont beaucoup plus nombreux en volume, qui sont beaucoup plus gros. On dépasse les 10 microns et qui sont de nature différente. On a 3-4 types de précipités qui sont différents. Du coup,
en partie, ça explique pourquoi le procédé classique de Tourner, c'est l'image que Patrice vous a montrée, ils ne réussissent pas aujourd'hui à la faire sur cette gamme-là. Donc, pour cela, il faut qu'on s'intéresse à voir qu'est-ce que subit cette matière, c'est quoi les mécanismes physiques qui sont responsables des évolutions de microstructures, comment on peut les contrôler, quels sont les leviers que nous avons, et adapter le procédé en fonction de ça. Donc là, typiquement, je présente une comparaison. En haut, c'est la matière classique. En bas, c'est la matière qui est plutôt recyclée. Donc, ce que je vous présente, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la microstructure. On est à l'échelle du polycristal. Et la matière en bas, on voit clairement qu'elle a cassé. Et une des choses très intéressantes qu'on voit, c'est que le mécanisme que je vous ai parlé tout à l'heure, la recristallisation qui s'active, elle n'est pas activée ici. Elle n'est pas activée parce qu'encore une fois, on est sur un procédé à froid. Et le fait d'avoir ces impuretés, ces particules de seconde phase, va ralentir la recristallisation et donc empêcher la matière à aller gagner de la ductilité, de la formabilité. D'accord ? Et donc nous, après ça fait 1 an qu'on est sur ce projet, on a des idées sur les étapes qu'il faut rajouter au procédé, notamment des traitements thermiques, et on est en train de réfléchir où est-ce que les placer sur la ligne de production ou dans la gamme de transformation de la matière pour pouvoir optimiser tout ça. Donc, j'ouvre également une petite parenthèse pour aller un peu plus loin scientifiquement parlant, c'est que nous, à l'école des mines, ce qu'on va essayer de faire, on travaille beaucoup avec les industriels, mais on va essayer également chez nous de développer des compétences scientifiques très amont qu'on va financer nous-mêmes pour pouvoir comprendre les mécanismes de base. Donc ça, c'est typiquement une étude qui est en cours. Donc c'est une étude qui est financée par l'école. Ici, ça nous montre clairement l'idée de ça, c'est d'étudier en fait l'interaction entre plusieurs mécanismes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la matière recyclée. Jusqu'à maintenant, c'est une matière pratiquement pure. Donc il suffit d'étudier la plasticité pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons des particules de seconde phase. Donc il faut comprendre l'interaction de plusieurs mécanismes physiques entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas complètement l'habitude de faire. Ça reste quelque chose, même scientifiquement, un peu complexe, avec des vrais verrous, des vraies questions auxquelles on n'a pas encore complètement les réponses. Donc nous, on va se ressourcer autour de ça. On va aller mener des études qui sont complètement amont. Typiquement, ce que je vous présente ici, c'est un état de précipitation de la même matière, mais avec et sans prédéformation, même traitement thermique. Et on voit qu'on peut avoir des particules de seconde phase qui sont beaucoup, beaucoup plus petites lorsqu'on a une prédéformation. Ça permet d'améliorer les propriétés. On peut aller mener des études. Ce que vous voyez en bas, c'est plutôt à l'échelle de l'atome, parce qu'il y a certains mécanismes qu'il est indispensable de les comprendre. Ici en bas, on démontre par exemple que la plasticité peut détruire certains types de particules, ce qu'on appelle les co-clusters. Et on va aller utiliser également des technologies de pointe. Ça, c'est une nouvelle technique au synchrotron développée qui s'appelle Dark Field X-ray Microscopy, qui, ici, c'est la première fois qu'elle a été utilisée sur un alliage biphasé, pas monophasé, et sur un matériau déformé. Et ici, on arrive à démontrer que la présence des particules de seconde phase modifie complètement le champ de déformation plastique dans la matière à ces différentes échelles. Et là, vous voyez le lien avec ça et le défi que nous avons pour intégrer cette nouvelle matière moins pure, avec plus de particules, dans les emballages de Tourner. Et je vais finir par un seul slide, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas présenté, c'est que tout ce que j'ai raconté, c'est plus sur la compréhension des mécanismes. Mais une fois on a compris un minimum les mécanismes qui sont activés et on est capable de les modéliser, on va avoir des stratégies de modélisation qu'on va pouvoir intégrer dans des logiciels éléments finis qui vont permettre en fait d'aller prédire des entités microstructurales. Typiquement ici, ce que vous voyez, c'est une taille de grain qu'on arrive à prédire sur une pièce industrielle pour l'aéronautique à différents endroits de la matière. Donc ainsi, l'industriel est capable de dire, en modifiant dans un sens ou dans l'autre mon procédé, je vais avoir des petits problèmes à cet endroit de la pièce de taille de grain qui dépasse mon cahier de charge. Voilà. Et pour finir, je n'ai pas pu m'en empêcher de faire la petite blague autour de Modelux, mais le message principal qui est très important, c'est que les 100 dernières années, on a optimisé les procédés de mise en forme par presque pur empirisme. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On n'a pas le temps et on n'a pas une matière aussi contrôlée. Donc, la compréhension de la physique des mécanismes, elle devient indispensable. On est obligé d'aller des fois à l'échelle de l'atome pour comprendre ce qui se passe, pour avoir des leviers qui vont nous permettre de maîtriser notre procédé et donc notre produit. Voilà. Merci pour votre attention et lâchez-vous avec les questions.
Alors, on a le temps pour une petite question. Et si jamais on ne peut pas en prendre plus, je vous propose de retrouver Charbel et Patrice sur le stand de l'Institut Carnot Mines en N08.